Bonjour Benjamin. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Benjamin Delille, je suis journaliste à Libération en salarié depuis novembre 2020. Et avant, j'étais journaliste pigiste, correspondant au Venezuela pour plusieurs médias, dont Libération, et aussi surtout Radio France Internationale, Radio France. J'ai aussi fait un peu de télé pour France 24, TV5 Monde. Puis en presse écrite, j'ai bossé pour Society, Ouest France, Le Temps en Suisse, et aussi quelques radios francophones au Maroc, en Suisse et en Belgique. D'accord. Donc pour commencer, une petite question un petit peu simple, on va dire. Pourquoi avoir choisi le métier de journaliste? En fait, je ne sais jamais trop quoi répondre à cette question parce que c'est devenu assez naturellement quand j'étais jeune, quoi. C'est toujours un métier qui m'a attiré, qui me donnait envie. Moi, je venais d'une famille assez scientifique et c'était pas quelque chose. Je me voyais pas évoluer, faire exactement la même chose que mon père et que mes frères qui étaient plus âgés. Et j'étais plus attiré par quelque chose de plus littéraire. Et je sais pas, le journalisme m'a très vite tapé dans l'œil, dans le sens où je me suis dit que c'était un moyen aussi de bouger un peu partout, de rencontrer plein de gens. Donc en fait, c'est venu assez naturellement, très vite, quand j'étais ado. Et du coup, j'ai toujours voulu faire ça. Donc une fois que j'ai passé mon bac, j'ai tout fait pour y arriver. Oui, d'accord, donc dès le bac, tu t'es dit: «Je veux être journaliste», en fait. Ah, même avant, je crois que la première fois que je me suis dit, je devais avoir 12 ou 13 ans. Ouais, c'est précoce, mais on Ouais, remarque que ça t'a permis d'avoir une belle carrière. ouais, je sais pas, j'ai encore du temps, mais Oui, et justement, tu as commencé, donc tu l'as dit, ta carrière à la radio et tu t'es tourné ensuite vers le journalisme plutôt de terrain et donc pourquoi ce changement? en fait, quand on fait des études de journalisme en deuxième année, alors ça dépend des écoles, mais moi, l'école que j'ai faite à Lille, on te demande de te spécialiser dans une des trois dominantes en deuxième année. Donc, les trois dominantes, c'est la radio, la télé et la presse écrite. Et à l'époque, moi, j'ai choisi la radio parce que j'ai eu un petit coup de cœur en arrivant justement à l'école sur cet outil, enfin sur l'utilisation du micro, sur aussi ce que ça représentait de parler aux gens pour les informer. Je trouvais ça hyper intéressant. Et en fait, ça changeait pas vraiment mon projet journalistique qui était de partir à l'étranger, de faire du journalisme de terrain. C'était juste par quel biais j'y arrivais. Et il s'avère que ça a été plutôt un bon choix parce que la radio m'a permis de rentrer à RFI, Radio France Internationale, qui est quand même le média qui donne le plus enfin, qui a le regard le plus tourné vers l'extérieur. Et donc, pour devenir correspondant à l'étranger, rentrer dans ce média-là, c'était un peu la meilleure porte d'entrée, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, donc j'ai eu de la chance parce que j'ai pu faire un apprentissage chez eux pendant que j'étais à l'école. Et je suis resté avec eux pendant un an en apprentissage. J'ai commencé à mûrir mon projet de partir à l'étranger. Je l'ai développé pendant un an après mon diplôme. Et en fait, je suis parti comme ça, notamment pour eux, parce qu'ils avaient personne au Venezuela à l'époque. Enfin, si, ils avaient quelqu'un, pardon. Ils avaient quelqu'un, mais ils voulaient un renfort au Venezuela. Et quand je me suis mis à faire ça, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de médias qui cherchaient un correspondant sur place. Et en fait, j'ai aussi très vite compris que être correspondant, c'est pas se cantonner à un seul type de média comme j'avais pu le faire en deuxième année à l'école. Il faut vraiment taper sur toute la presse, surtout quand on est freelance. Et ça, c'est plutôt pour des raisons économiques parce que aujourd'hui, la presse, surtout quand on n'est pas salarié, est quand même vraiment mal payée. Donc, il faut absolument se tourner vers un maximum d'employeurs potentiels, histoire de rentabiliser son boulot, quoi, histoire de pas travailler à perte. D'accord. Donc comme tu l'as rappelé, tu as eu pas mal d'expérience en tant que journaliste en correspondant. Mais comment tu définirais le journalisme de terrain? Comment tu nous l'expliquerais? Le journalisme de terrain, de reportage, quoi, c'est. En fait, je sais pas trop. En fait, il y a autant de taf sur le terrain qu'en amont. C'est-à-dire qu'un bon journaliste, un bon reporter, il faut qu'il prépare à fond son reportage et surtout qu'il. Enfin là, je sais pas si c'est le journaliste de terrain ou le reporter que je vais définir, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui se fait en amont et qui doit aussi rester ouvert une fois qu'on arrive sur le terrain. C'est-à-dire que si on arrive sur le terrain avec une idée préconçue de notre sujet, qu'on se dit ça va être ça
et rien d'autre. On ne se laisse pas de marge d'ouverture, on n'a pas les yeux assez ouverts, les oreilles suffisamment à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Et parfois, on ne se rend pas compte que le sujet n'est pas exactement comme on l'avait imaginé. Donc je pense que le journaliste de terrain, c'est celui qui arrive justement à s'adapter à son entourage, son environnement, et qui arrive aussi à se laisser surprendre par ce qu'il voit. Parce que si on part avec des idées préconçues sur un tournage, parce qu'on l'a beaucoup, beaucoup bossé, parfois on ne fait pas les bonnes choses, et ça peut être, je pense que c'est un des plus gros biais du reportage aujourd'hui, c'est que on laisse peu de place au hasard. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, du coup. Je ne sais pas trop comment définir le journaliste de terrain. Pour moi, c'est juste la curiosité, bouger, aller voir, interroger le plus de monde possible, pas avoir peur de parler aux gens et provoquer un peu la chance aussi. C'est très bien comme réponse, merci. Oui, c'est parfait. Et justement, cette curiosité, tu parlais de curiosité, d'être ouvert, et je suppose que tu as dû en faire montre quand tu étais au Venezuela pendant enfin, une période qui continue toujours, de multiples crises, que ce soit politiques, économiques, sociales, même migratoires. Et justement, quel était ton quotidien au Venezuela? Mon quotidien pour le boulot ou le quotidien de manière générale? De manière générale, comment tu vivais le fait dans un pays avec autant de crises et de bouleversements spontanés? Bah alors déjà, quand on est étranger au Venezuela, on vit quand même un petit peu mieux que la population sur place parce que on a l'avantage d'être payé. Enfin, en tout cas, moi, j'étais payé par des médias français, donc j'étais payé en euros et l'euro était quand même. Enfin, du coup, je gagnais un salaire qui avait absolument rien à voir avec le salaire moyen et médian sur place. Donc, c'est un peu dur à vivre aussi parce que du coup, on n'a pas du tout les mêmes conditions de vie que les gens qu'on côtoie tous les jours. Et il faut savoir se sortir un peu de ça. C'est ce qui est assez complexe parce que ça invite à une remise en cause permanente parce qu'en fait, on peut très vite se retrouver dans une bulle parce qu'on vit dans des quartiers plus sécurisés, parce qu'on a un bel appartement que les autres n'ont pas forcément, parce qu'on a accès à plus de choses aussi au niveau de la nourriture, au niveau de tout, quoi. On peut se payer des choses que la plupart des habitants du pays dans lequel on vit n'ont pas les moyens de se payer. Donc ça, ce rapport au pays, il est déjà rendu très complexe par le rapport à l'argent. Et c'est quelque chose auquel il faut s'adapter. Et l'une des choses qui fait qu'on s'y adapte, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'on rencontre quand on est au Venezuela, alors qui sont en changement constant. Hein, mais moi, ceux que j'ai vécu pendant que j'y étais, c'était surtout les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité. Là, on a beau avoir de l'argent, on va mieux s'en sortir, mais souvent, quand ils arrivent, quand ils surgissent ces problèmes alors qu'on les attend pas, et ben on est tous frappés de la même manière. La réaction ensuite va être un peu différente. Et donc, ça nous force enfin, ce pays force à s'adapter à l'incongru, à l'inattendu. Et du coup, il faut toujours être un peu sur le qui-vive, ne serait-ce que parce que je vous ai dit la situation, et aussi parce que c'est un pays où la situation sécuritaire est quand même très très tendue. Et bah forcément, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand on est européen, qu'on a une petite gueule de blanc avec les yeux bleus et les cheveux blonds, on a un peu un portefeuille sur pattes, quoi. Donc ça demande 2 fois plus de vigilance. Et moi, par mon métier, j'étais obligé d'aller dans certains endroits qui étaient franchement pas simples. Et donc, il fallait que je m'y prépare constamment, constamment, constamment. Donc, voilà, il y avait ces différents aspects-là et une vie qui est un peu rythmée par cette crise. Par exemple, à partir de 19h, bon, c'est un truc qu'on commence à connaître en France, mais il y avait un couvre-feu. Alors, pas officiel, c'est-à-dire que c'était pas du tout les autorités qui avaient décrété un couvre-feu, c'est juste qu'à partir de 19h, il faisait nuit, donc on sortait plus dans la rue parce que c'était trop dangereux. Et ça, c'était hyper pesant. Bah, du coup, maintenant, tout le monde sait ce que ça représente. Mais à l'époque, c'était pour moi un truc complètement fou, quoi. Et après, c'était un peu différent parce que l'idée, c'était pas là, si je sors dans la rue, je risque de me prendre une amende, c'est plutôt je risque de me prendre une balle dans la tête. Donc c'était un peu différent. Mais voilà. Du coup, il y a toutes ces variables-là qui font que le boulot sur place est assez complexe, la vie sur place est assez complexe, mais en même temps, l'avantage d'être correspondant étranger et d'être un étranger pour aller découvrir un pays aussi complexe et aussi polarisé politiquement, parce que c'est un peu ça qui crée toutes les difficultés majeures en, tout cas, en termes de compréhension du pays, etc. Ça permet d'arriver avec un œil un peu neuf. On a sûrement plein d'idées, ne serait-ce que politiques, sur la situation dans le pays, mais si on arrive à rester curieux, à rester ouvert, à rester un petit peu, j'ai pas envie de dire objectif, mais neutre, parce qu'il y a forcément une part de subjectivité, on arrive à s'adapter et je pense à apporter un truc qui peut être intéressant, même pour les gens qui vivent sur place dans l'analyse de ce qui s'y passe. Et justement, tu en as beaucoup parlé,
Mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation où, en tant qu'Européen et peut-être plus particulièrement en tant que journaliste, tu t'es senti en danger? En tant qu'Européen, donc on va dire plutôt dans la vie de tous les jours, pas trop, parce que je faisais vraiment gaffe et j'avais, je pense, un système, enfin je m'étais construit tout une norme, un ensemble de règles à respecter pour pas me retrouver en danger qui ont fait que j'ai jamais eu trop de soucis, à part deux, trois fois où je me suis fait peur, mais j'ai pas vraiment eu de raison d'avoir peur. C'est-à-dire, je me suis pas fait agresser, j'ai pas eu ce problème-là. Enfin, en tout cas, dans la vie de tous les jours. En tant que journaliste, j'ai eu des soucis, j'ai eu plus de trucs. Déjà, dans la couverture des manifs. Alors, la plupart des manifs que j'ai couvertes au Venezuela, donc c'était en 2019, elles étaient quand même vachement plus cool et plus calmes et plus pacifiques que les manifs qui avaient eu lieu, notamment en 2017 et en 2014, qui étaient hyper violentes. Donc au début, ça s'est plutôt bien passé. Je me suis un peu fait chahuter dans certains coins un peu pro-gouvernementaux parce que européens, j'avais un casque, voilà, on se disait, mais ils se foutaient un peu de moi parce qu'ils me disaient c'est pas la guerre ici. Enfin, en gros, ils se disaient que je venais pour donner une mauvaise image de leur pays, quoi. Bon, là-dessus, ça s'est bien passé. Après, il y a une fois où ça a vraiment pété, et là où il y a un blindé, je sais pas si vous vous rappelez, enfin, si vous avez suivi, mais en tout cas, il y avait un blindé qui avait écrasé des manifestants, qui avait foncé un manifestant. Moi, j'étais juste à côté, je l'ai vu débarquer. Donc ça, c'était un peu chaud, mais j'étais toujours un peu en retrait. Et surtout, après, ils ont commencé à tirer à balles réelles. Et là, j'ai vraiment flippé. J'étais pas bien, mais donc je suis parti, quoi. Enfin, j'avais le luxe d'être avec un mototaxi qui me suivait. Et donc, moi, j'ai pu décamper direct sans trop de soucis. Et il y a une autre fois, alors il y a deux, trois fois où j'arrivais devant, surtout à côté de bâtiments officiels où les militaires me foutaient un peu la pression, menaçaient de m'arrêter parce que sous prétexte que je n'avais pas le droit d'être là, alors que j'avais le droit parce que j'avais un visa journalistique et tout ça. Donc, mais bon, ça fout toujours un peu la pression. Il y a eu aussi une autre fois où c'était très très tendu devant l'Assemblée nationale entre des députés d'opposition et des députés du gouvernement, où là il y avait des collectivos. Les collectivos, c'est des milices armées, enfin civiles, mais qui sont armées. Et puis en gros, j'ai passé un mauvais quart d'heure avec un mec à qui j'ai dû faire croire que j'étais fan de la Révolution pour qu'il me laisse partir, quoi, mais qui voulait vraiment, enfin en gros, s'il me prenait pour un journaliste d'opposition, l'idée c'était de me péter la gueule. Et le pire truc qui me soit arrivé, c'est à la frontière, je me suis fait arrêter par les flics alors que enfin par les services de renseignement alors que j'allais rentrer à Caracas, à l'aéroport. Et là, je suis resté une heure en interrogatoire à l'intérieur de l'aéroport. Et ils m'ont fait un faux contrôle antidrogue où ils m'ont demandé de me foutre à poil. Enfin, c'était vraiment hyper humiliant. Mais voilà, c'est plus en fait, je dirais plus dans la pratique de mon métier. Mais vu que j'étais tout en règle, j'ai toujours réussi à m'en sortir. J'ai jamais eu trop de soucis, alors il y a pas mal de journalistes, parce que l'obtention d'un visa est assez complexe au Venezuela, pas mal de journalistes étrangers qui se sont fait arrêter. Eux, ils ont vraiment passé des mauvais moments, quoi. Enfin, à base de plusieurs jours d'incarcération dans des endroits vraiment glauquissimes. Comme tu l'as dit, j'imagine que tu as vécu beaucoup de choses en tant que journaliste au Venezuela. Mais est-ce qu'on pourrait avoir une idée de ta journée type un peu pour revenir sur la profession de journaliste de terrain, vraiment, quoi ça ressemblait ta journée là-bas? En général, en fait, ce que je faisais, c'est que déjà, le matin, je commençais toujours par me faire une petite veille de sujet en regardant la presse vénézuélienne et j'essayais de trouver ce qui faisait un peu l'actu dans le pays et qui pouvait toucher les rédactions en France, parce que tout ce qui fait l'actualité dans un pays ne va pas forcément intéresser les rédactions françaises. Et une fois que j'avais trouvé généralement le sujet qui me paraissait le plus pertinent, j'envoyais une proposition à toutes les rédactions, en tout cas surtout aux radios, parce qu'elles faisaient plus de l'actualité en continu et surtout à RFI, pour leur dire, voilà, il y a tel sujet, est-ce que vous voulez que je le traite? Et généralement, s'ils me répondaient oui, s'ils me répondaient oui assez rapidement, c'était soit je le traitais sous forme de papier, donc un truc que je faisais de chez moi parce que j'avais pas besoin forcément de sortir, soit un reportage où j'allais sur le terrain, etc. Et une fois par semaine ou deux fois par semaine, ou quand je trouvais un sujet qui me paraissait vraiment cool et que je voulais traiter au plus long cours, j'envoyais des propositions un peu plus étayées où là, je devais faire tout un budget, etc., pour faire des reportages qui pouvaient durer 3, 4 jours, une semaine. Et ça m'arrivait pas si régulièrement, mais peut-être que j'arrivais à faire des gros reportages comme ça une fois par mois ou peut-être une fois tous les 2 mois, mais des trucs vraiment d'une semaine où je pouvais bouger dans le pays. Et c'était assez compliqué parce que la mobilité était assez complexe, les coûts étaient assez élevés. Et vu que j'étais freelance, c'était assez difficile à faire accepter aux rédactions. J'étais souvent obligé de partager les coûts entre les différentes rédactions pour lesquelles je bossais.
Donc voilà, en gros, matinée de recherche de sujet, j'envoie le truc, on accepte ou on n'accepte pas, et les journées où on n'accepte pas, bah, je fais rien du coup, quoi. Enfin, je reste chez moi ou je fais mes trucs de mon côté, je vis ma vie. Et justement, sur le fait de vivre sa vie, est-ce que, enfin, malgré la situation difficile du pays, le fait que tu sois un journaliste, et cetera, tu as pu, facilement côtoyer des locaux, recueillir leur vécu, même te lier d'amitié peut-être avec certains? Oui, j'avais une vie sociale, hein. Enfin, c'est pas. En fait, il y avait un truc qui était assez surprenant quand je rentrais en France, c'est que j'avais l'impression, et donc aujourd'hui j'ai le bon mot pour décrire ce que les gens pensaient que je vivais. Tout le monde avait l'impression que j'étais confiné H24. C'est-à-dire que je ne faisais que travailler tout le temps et que quand j'avais du temps libre, bah, en gros, j'aurais resté terré chez moi pour éviter de côtoyer ce pays atroce où c'est le chaos tout le temps. Et en fait, il y a quand même une vie qui continue au Venezuela. Et j'avais quand même, enfin, j'avais pas mal de potes, il y avait des bars ouverts. Donc forcément, le problème, c'était que c'est assez difficile de se lier d'amitié avec des gens en gros, 80% des personnes qui n'ont pas vraiment les moyens de se payer ce que nous, on aimerait se payer pour se détendre, quoi. Enfin, le fait d'aller dans un bar, c'était pas forcément anodin, quoi. Et donc, ça a été un truc qui m'a un peu que j'ai un peu mal vécu, c'est que j'avais l'impression que les gens avec qui, enfin, je me suis fait des très bons potes, mais c'était toujours des gens qui avaient quand même les moyens. Et c'était dur de multiplier les connaissances qui vivaient plus la réalité brute du Venezuela, même si tout le monde la vivait d'une certaine manière. Et en fait, ça s'est fait plus petit à petit. Généralement, je me liais d'amitié surtout avec des gens qui venaient de coins où j'avais fait des reportages et qui m'invitaient à venir faire un barbecue un dimanche après-midi dans un quartier où j'aurais pensé que c'était hyper chaud et en fait j'y vais, c'est la teuf toute l'après-midi. Enfin, donc ça m'est arrivé quand même de faire ça. Mais pour être très honnête, la vie sociale, le cercle social que j'avais, il était extrêmement réduit parce que il y a déjà plein de gens qui se sont barrés, parce que il y a peu de trucs qui sont ouverts et les rares trucs qui sont ouverts le soir. Donc déjà, c'est galère d'y aller. Il faut un taxi un peu sécurisé, en qui on a confiance et tout ça. Et en plus, ça coûte cher, quoi. Donc c'était un peu toujours avec les mêmes gens. Mais j'avais quand même une bonne vie sociale. Et quand je partais en vacances, il y avait des coins de ouf où je pouvais partir, des plages magnifiques, je sais pas, la forêt pré-amazonienne où je suis allé une fois. Enfin, c'était incroyable. Et en plus, il y avait plus de touristes. Donc c'était hyper triste parce qu'on voyait tout qui était un peu à l'abandon. Mais du coup, on avait tous cette nature hyper, enfin incroyable pour nous tout seuls, quoi. Donc c'était des endroits assez inoubliables à visiter. D'accord, parce que tu as pu toi-même enfin, sortir de Caracas, aller voir, parce que tu parlais du vécu réel, peut-être du Vénézuélien, moyen, médian. Tu as toi-même pu aller, dans d'autres coins du pays qui sont peut-être plus pauvres ou alors peut-être c'est plus facile de vivre parce que justement on a des terres? Je sais pas. Ouais, ouais, il y a un peu de ça, ça dépend des endroits, mais effectivement, alors j'ai pu bouger pour le boulot, je suis allé dans des endroits, alors généralement quand je bougeais pour le boulot, c'était plutôt pour aller dans des endroits un peu craignos, mais pour les vacances, par contre, je suis allé dans des endroits où c'était déjà trop beau. Et bon, il y a de la pauvreté partout, mais effectivement, je pense qu'elle est plus acceptable parfois quand on est en dehors de Caracas. Enfin, ça dépend. Parce qu'à Caracas, pour le coup, il y avait quand même. Les services publics sont plus nombreux. Il y a moins de problèmes d'électricité, moins de problèmes d'eau. Et il y a des endroits où on va, même pour le tourisme, où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, rien. C'est la merde absolue. Mais il y a aussi des endroits, je me rappelle d'un endroit où je suis allé un peu à l'ouest de Caracas, où c'était une ville enfin, la plus vieille ville du Venezuela, donc c'était très joli, centre colonial et tout. Bon, zéro service public, les gens hyper pauvres et tout ça, mais je suis allé dans la montagne au-dessus avec les gens qui nous faisaient visiter, et on s'est retrouvé dans un espèce de paradis sur Terre, des gens qui faisaient pousser des fruits partout, ils faisaient leur propre alcool, un truc un peu du genre de la tequila, et eux, ils avaient l'air de bien vivre parce qu'ils avaient profusion de légumes et de fruits, ils n'avaient pas de problème. Enfin, ils avaient l'air de vivre complètement coupés du reste du pays. Et vraiment coupés parce que la route pour y aller était coupée. Donc en fait, eux, ils descendaient plus et ils s'en foutaient, quoi. Ils étaient bien dans leur truc. Donc c'était un peu, ouais, il y avait ces espèces d'îlots de retour à la nature un peu où les gens vivaient plutôt bien. Mais, euh, mais bon, après, en fait, je trouvais que c'était plutôt les milieux urbains où c'était effectivement tendu, quoi. Du coup, pour revenir sur le pays, sur la scène internationale, on va dire sur le journalisme international, on a vu beaucoup de choses, mais quelle place on laisse au journalisme dans le Venezuela,
aux journaux locaux, aux journaux nationaux? Est-ce que tu as pu rencontrer des journalistes originaires du Venezuela? Comment ça se passe là-bas? Bah, c'est vraiment compliqué parce que la presse, au même titre que la scène politique, est très très polarisée. Et donc il y a la presse officielle, pour schématiser, et la presse d'opposition. Il y a aussi beaucoup de... il y a un problème avec les visas qui fait qu'il y a de moins en moins de journalistes étrangers et que c'est souvent les Vénézuéliens, des journalistes vénézuéliens qui assument le rôle de correspondant. Par exemple, pour CNN, c'est une Vénézuélienne qui le fait depuis très longtemps. Pour Bloomberg, l'AFP, Reuters, toutes ces agences-là, bah, généralement, il y a une ou deux personnes qui viennent du pays d'origine du média, mais ils embauchent quasiment que des journalistes vénézuéliens. Donc, les Vénézuéliens font aussi un peu l'actu internationale parce que c'est souvent eux qui sont les correspondants. Et pour les journalistes nationaux, bah, en fait, tout dépend de quel côté tu es, quoi. Si tu fais partie de la... Enfin, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'avant, il y avait beaucoup de presse privée au Venezuela, ce qui fait dire à beaucoup de partisans du gouvernement que, vu que 80% de la presse est privée au Venezuela, c'est pour ça qu'on a une mauvaise opinion, parce qu'elle est achetée par des grands groupes et tout ça. En fait, c'est complètement faux parce que la plupart de ces médias privés ont été rachetés par des proches du gouvernement et aujourd'hui sont passés dans la presse officielle sans vraiment se l'avouer. Mais en fait, il y a ceux qui restent dans l'opposition et qui se font donc qui n'ont plus d'accès à la télévision, qui n'ont plus d'accès à la ligne, aux ondes FM pour les radios, qui n'ont plus accès au papier pour les journaux, qui voient leur site bloqué sur le territoire pour leur site web. Et ceux-là, en fait, ils vivent quasiment dans la clandestinité parce que ils ont, enfin, disons que c'est pas officiel, on les a pas interdits, mais tout est fait pour qu'ils ne puissent plus fonctionner au Venezuela et généralement, ils ne fonctionnent que parce qu'ils sont vus à l'extérieur par la communauté vénézuélienne qui est très très nombreuse à l'extérieur, parce qu'ils ont des financements aussi de l'extérieur, et ce qui fait que ça augmente encore un peu plus cette séparation entre la presse officielle, donc qui est la télé de l'État, enfin les télés de l'État, parce qu'il y en a plusieurs, le journal Correo de Ronico, qui est un truc vraiment gouvernemental, etc., qui, eux, font la propagande du gouvernement, et en face, on a une presse d'opposition qui est complètement anti-gouvernementale et qui parfois fait même la propagande de l'opposition politique. Donc c'est très dérangeant parce qu'on a vraiment beaucoup de mal à trouver une presse neutre, je dirais. Une presse qui va... Enfin, ça arrive qu'il y ait il y en a quelques-uns. Il y a des sites, il y a des trucs, mais c'est assez rare. En gros, la presse a pris tellement cher, celle qui ne s'est pas adoubée au gouvernement, a pris vraiment tellement de restrictions dans les dents depuis une dizaine d'années que du coup, ils sont devenus très politisés. Et c'est hyper problématique parce que du coup, pour les Vénézuéliens, c'est très difficile de s'informer correctement, quoi. D'accord. Et est-ce que dans la société, on le ressent au quotidien, cette fragmentation, un peu cette opposition dans les rapports sociaux, quand tu rencontres des gens Ah ouais, totalement. Elle est même presque géographique, cette opposition, parce qu'il y a des quartiers qui sont entièrement... Alors ça bouge, c'est mouvant, mais il y a des quartiers qui sont réputés pour être plus chavistes, d'autres qui sont réputés pour être plus d'opposition. Mais moi, ce à quoi j'ai assisté pendant mes 2 ans et demi de correspondance, et ce que j'ai vu aussi la dernière fois que je suis allé en décembre, c'est qu'en fait, il y a les durs de durs, quoi, ceux qui sont à fond derrière leur personnalité politique, etc., et qui doit représenter à peu près en tout 25-30% en mélangeant d'un côté les chavistes, de l'autre l'opposition. Et puis après, tu as un espèce de ventre mou gigantesque qui en a juste tellement marre de cette situation qu'ils sont dans le rejet politique total. Et ça, c'est assez nouveau. Enfin, disons qu'il y a toujours eu un ventre mou, mais que l'un ou l'autre camp arrivait à tirer de son côté en fonction des circonvolutions historiques, etc. Aujourd'hui, il y a tellement de dégoût face à la crise et tellement de difficultés à vivre au Venezuela que ce ventre mou-là, face à un gouvernement qui arrive à rien faire, et en face d'une opposition qui ne fait rien non plus, enfin qui a promis des choses, qui a promis de renverser le gouvernement en 2019 et qui n'a pas réussi à le faire, et ben tout le monde est dans mais arrête. En fait, on ne veut plus entendre on ne veut plus être assimilé à un groupe politique. Donc cette opposition, on la sent vachement dans les gens qui parlent de politique, mais on sent aussi de plus en plus, je trouve, au Venezuela, un discours qui est, moi, j'ai plus envie de parler de politique. J'ai plus envie, je suis pas pour le gouvernement, mais cette opposition sert à rien. Ça, mais en décembre, j'ai vu que j'y allais en plus pour des élections. La discussion est revenue souvent sur le tapis.
Et je l'ai entendu tout le temps, quoi. Donc, ouais, on la ressent. Et en même temps, voilà, il y a ce truc qui est en train d'émerger, et en fait, qui émerge. C'est très cyclique, la politique au Venezuela, qui émerge. Il y a une crise qui polarise tout, généralement une grosse crise politique qui polarise tout tous les 2, 3 ans, où là, tout le monde parle de politique d'un coup, où tout le monde a des espoirs, tout le monde a envie de défendre son bout de gras. Et puis après, ça se termine mal. Enfin, il se passe rien. Ou alors il y a des morts, ou alors il se passe rien. Et là, d'un coup, il y a un dégoût de la politique qui arrive. Et là, typiquement, en ce moment, on est dans ce truc-là. Voilà. Et justement, tu as dit que tu étais retourné au Venezuela en fin d'année, en décembre. Et donc, est-ce que tu as vu un changement, un impact de la crise de la Covid sur un pays déjà touché par un grand nombre de crises et très instable depuis plusieurs années? Pas vraiment. En fait, j'ai fait un article dessus dans l'IB. Parce que là, j'y allais que pour l'IB en décembre. J'ai fait un article justement sur cette question-là. Le Venezuela était relativement épargné par le Covid. Parce que, alors, si, il y a des impacts que je vais pouvoir détailler, mais en tout cas, niveau sanitaire, ils ont été relativement épargnés, ce qui est vraiment une bonne nouvelle parce que le système hospitalier est tellement en mauvais état que on redoutait vraiment une hécatombe. Et ça s'explique globalement. Alors, c'est assez dur à expliquer, mais on peut l'expliquer comme ce qui s'est passé dans pas mal de pays d'Afrique assez pauvres. Au Venezuela, il y a une très faible mobilité du fait de la crise et de la pauvreté des gens. Et cette mobilité, cette faible mobilité, elle a cassé la transmission du virus. Vu que, alors déjà, il y a eu aussi une réaction du gouvernement qui a été très anticipée, très drastique. Ils ont confiné le même jour que la France, donc le 16 mars 2020, alors que leur premier cas était arrivé 3 jours avant. Nous, on avait déjà des milliers de cas, quoi. Et donc, ils ont vraiment coupé tout. Et aujourd'hui, il y a encore des restrictions. Ça fait 1 an. Ils n'ont pas rouvert les écoles encore. Ça fait 1 an que les écoles sont fermées au Venezuela. Donc, il y a quand même des trucs. Il y a eu une réaction assez forte du gouvernement, qui est aussi facilitée par le fait qu'il verse quand même tout de même pas mal dans l'autoritarisme, et que c'est plus simple dans un pays où on a une poigne comme ça de faire ce genre de mesures. Et donc, à côté de ça, il y a cette faible mobilité, le fait que les gens, il y a aussi une faible ouverture sur le reste du pays. Il y a beaucoup de lignes aériennes internationales qui sont coupées depuis longtemps. Du coup, il y avait moins de flux. Et ça a aidé le truc la maladie à pas repartir. Alors là, en ce moment, elle est un peu en train de repartir parce qu'ils se prennent le variant brésilien. Mais voilà, donc ça, je ne sais pas comment ça va se passer. Et donc, l'impact premier qu'a eu la crise du Covid au niveau économique, c'est qu'en plus des sanctions qui visent le pays et surtout son industrie pétrolière, qui est un peu le nerf de la guerre, parce que c'est 96% des exportations du pays, donc c'est toute sa richesse. Et ben, la chute du prix du baril, mais qui à un moment même est devenue, enfin, ça coûtait de l'argent de vendre un baril de pétrole en avril dernier. Ça a encore réduit leur industrie et du coup, ça les a encore mis dedans au niveau des recettes de l'État. Donc, ça les a encore appauvris. Donc, c'est quand même ça l'impact principal. Et surtout, pour les gens, l'impact, c'est qu'il n'y a plus d'essence. Donc, régulièrement, il y a des pénuries d'essence qui font qu'ils ont encore plus de mal à se déplacer, qui font encore augmenter les prix et qui réduisent aussi leur mobilité, ce qui explique aussi la coupure de la chaîne de transmission. Donc voilà, c'est un impact qui est totalement différent de ce que nous, on a vécu en France, parce que déjà, le Venezuela, c'était déjà une économie informelle, donc en fait, ça n'a pas beaucoup changé. Là, il n'y a pas eu de. Enfin, les gens, c'est pas comme s'il y avait une légalité aussi, un cadre juridique aussi respecté qu'en France, par exemple. Et, euh, et donc, c'est surtout sur le pétrole et sur l'essence qui a eu un vrai impact sur les prix, mais qui finalement suit une dynamique que le Venezuela connaît depuis 7 ans, quoi. Disons que cette crise sanitaire, elle vient juste ajouter un petit. En fait, elle a été compensée par la crise économique terrible que vit le pays depuis déjà 7 ans. Donc finalement, le Venezuela a été protégé par son état un peu de Exactement. délabrement économique. C'est la conclusion de mon article. Je crois que presque dans ces mots-là, c'est la conclusion de mon article de décembre. D'accord. Bah, c'est extrêmement intéressant, surtout les questions de pétrole, quand on sait que le Venezuela est une des plus grandes réserves au monde. Euh, bon, bah, Benjamin, merci beaucoup pour d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. C'était un réel Pas de plaisir. problème. Merci à Surtout, vous. avec